qu'on va parler de nucléaire. L'enjeu d'une course folle entre les États-Unis, la Chine et la Russie. Alors le but du jeu est de dissuader le plus possible les capacités, son arsenal aussi, le cacher, vous allez le voir. Mais la matière est ultra sensible, archi surveillée, source de toutes les attentions. Et c'est comme ça, Laura, que l'on découvre ce matin que la Russie dispose de nouvelles bases jusqu'à présent secrètes aux portes de nos frontières. Le site américain Business Insider a identifié 5 bases nucléaires russes en cours de modernisation grâce à des images satellites. Les voici réparties sur ma carte. Certaines assez proches de l'Europe, en effet, d'autres plus éloignées. Commençons par la base d'Assipovitchy, située en plein cœur de la Biélorussie, le partenaire militaire privilégié de Moscou. Business Insider a comparé 2 photos, l'une datée de novembre 2022, l'autre de mai 2025. Entre les deux, voyez, la végétation est moins touffue, mais de nouveaux équipements sont apparus. Parmi eux, des clôtures en plus, une rampe de déchargement au milieu des arbres, ainsi qu'une antenne de commandement et de contrôle. Un peu plus loin, dans la ville elle-même, à Assipovitchy, se trouve un garage pour lanceurs de missiles Iskander, capable de porter, on le sait, des charges nucléaires. Entre 2023 et 2025, vous voyez, les images montrent qu'il s'est nettement agrandi, ce garage. Les analystes qui ont observé les images estiment que ces sites biélorusses n'abritent pas encore d'ogives nucléaires, mais se préparent au cas où un transfert aurait lieu. Ça veut dire que pour le moment, les ogives, Laura, sont encore en Russie. Oui. À Gazievo, par exemple, près de Mourmansk, les analystes affirment que des ogives sont bien stockées sur ce site qui abrite les sous-marins nucléaires russes. Ils ont comparé 2 photographies, l'une de septembre 2022, l'autre de mai 2025. Entre les deux, 6 nouveaux bâtiments que vous voyez clairement ici. Le stockage des missiles est clairement en pleine expansion, a déclaré un expert au site Business Insider. Autre lieu, autre base, dans l'enclave russe de Kaliningrad, limitrophe de la Lituanie et de la Pologne. Un nouveau petit bâtiment y est apparu entre 2022 et 2025. Changement plus modeste, mais qui pourrait correspondre à une nouvelle fonctionnalité du site, selon les analystes. Et puis si on va un tout petit peu plus loin que les frontières de l'Europe et de l'OTAN, on découvre également 2 nouvelles bases nucléaires russes. Il y a celle de Kamchatka, près de la mer de Bering, qui abrite une des bases navales russes de la flotte du Pacifique. Les analystes pensent aussi qu'il s'agit d'un site abritant des ogives nucléaires. Et là aussi, entre 2022 et 2025, la modernisation est notable. L'installation la plus au nord, oui, mais la carte est légèrement retournée, donc c'est pas forcément l'impression que ça donne, est entièrement recouverte, ce qui empêche les satellites, vous voyez, d'observer de l'intérieur, tandis qu'un nouveau bâtiment a été installé ici. Enfin, la base de Severny, sur l'archipel de Novaya Zemlya, vous le voyez ici, au large de la mer de Barents. Elle est connue pour être un site où la Russie mène des essais nucléaires. Et là encore, une nouvelle fois, entre 2023 et 2025, l'installation s'est modernisée avec la construction d'un nouveau bâtiment ici au sud, désormais achevé. Conclusion des analystes, la Russie a pour politique de maintenir le site prêt à reprendre les essais, si nécessaire. Merci beaucoup Laura pour toutes ces précieuses informations. Et vous allez voir à quel point la Russie est prête à continuer ses essais, mais également ses menaces. Il y a une doctrine pour ça. Elle a été révisée. Le porte-parole du Kremlin s'est exprimé hier matin sur la question. On va l'écouter. La doctrine nucléaire de la Russie reste en vigueur et par conséquent, toutes ces dispositions continuent de s'appliquer. Xavier, pendant que le général Bernard Norlin s'installe, merci général. Plus que jamais, nous avons des découvertes assez intéressantes et plutôt menaçantes dans la période actuelle. Oui, ces réaménagements de bases, ces aménagements de nouvelles installations à côté de bases déjà existantes montrent que la Russie déploie son potentiel nucléaire. Alors, il y a toujours le but de la dissuasion et puis aussi le jour où il faudra s'en servir éventuellement pour Vladimir Poutine. Il veut que tout soit prêt. On a des aménagements que moi je connais un tout petit peu. En fait, j'en ai vu un de très près qui datait de l'époque soviétique. Notamment dans une région assez stratégique. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez du bombardement
déploiement russe sur cette installation de missiles anciennement soviétiques nucléaires en Ukraine, dans la région des Carpates. Et ce que j'ai lu du Business Insider, qui a fait un travail remarquable pour montrer tous les aménagements, pour montrer comment il est extrêmement important. Par exemple, la voie ferrée est quasiment indispensable pour les plus gros missiles, pour les transporter, pour stocker aussi les engins qui vont lancer les missiles. Ça, j'ai pu l'observer dans les Carpates ukrainiennes, un site qui avait donc été bombardé par les Russes, qui n'était plus nucléaire, qui avait été dénucléarisé à l'issue de l'indépendance de l'Ukraine, mais qui était encore utilisé par les Ukrainiens pour stocker le matériel qu'ils recevaient, notamment de l'Occident. Général Lanlin, comment comprendre la Russie? On sait que malgré certains appels, notamment de Trump d'ailleurs et des Américains, pour une démilitarisation, notamment au niveau du nucléaire, que ce soit la Chine ou la Russie, on est plutôt dans l'escalade et la course. Mais les Russes continuent, toujours et encore. Ça reste l'arme de prédilection de Poutine et du régime russe. Mais c'est-à-dire que pour les Russes, c'est le, comment dirais-je, c'est le seul instrument de puissance qui leur reste. Ressort de puissance qui leur reste. Vous savez, l'économie, bon, elle vaut ce qu'elle vaut en Russie. Bon, certes, c'est le plus grand pays du monde, mais bon, sa puissance, avec un P majuscule et dans la conception géopolitique tout à fait classique, elle repose d'abord sur sa force de dissuasion nucléaire. Et donc, ils investissent tout le maximum dans leur dissuasion nucléaire, quand je dis dissuasion nucléaire, dans leur concept nucléaire, dans leur politique nucléaire stratégique. Et en particulier, ils sont en ce moment lancés dans un mouvement, un processus, pardon, de modernisation, comme nous tous d'ailleurs, comme toutes les puissances nucléaires. Donc, on est actuellement dans une... Mais à l'échelle de la Russie. Et à l'échelle de la Russie, sachant que c'est, avec les États-Unis, c'est quand même le pays qui a le plus d'ogives nucléaires, puisque à eux deux, ces deux pays ont à peu près plus de 10 000 ogives nucléaires. Donc évidemment, c'est le seul moyen vraiment au niveau stratégique qui permet à la Russie de s'imposer comme une grande puissance mondiale, etc., et de prétendre pouvoir dialoguer uniquement avec les États-Unis d'égal à égal. Vous voyez, donc pour eux, c'est absolument vital en termes de stratégie globale. Ces nouveaux sites nucléaires russes, certains ont été réhabilités aux portes de l'OTAN, aux portes de l'Europe. L'occasion de réécouter ce que disait le 23 juin 2005, c'était il n'y a pas si longtemps, Vladimir Poutine. Nous accorderons une attention particulière à notre triade nucléaire. Des systèmes YARS modernes seront livrés aux forces stratégiques. La production en série du dernier système de missiles à moyenne portée Oreshnik, qui a fait ses preuves en situation de combat, est en cours. Aussi, la marine comprendra de nouveaux navires et sous-marins équipés de la dernière génération d'armes de haute précision. Magali, est-ce que Moscou ne peut pas se permettre de ne pas pousser le bouchon toujours plus loin sur le nucléaire si Poutine veut continuer de parler, alors on va dire d'égal à égal avec un certain Donald Trump? Non, il faut être craint, il faut être redouté, bien sûr, et ça implique une modernisation de la triade nucléaire. C'est ce que rappelle Vladimir Poutine quand même très régulièrement, hein. Souvent d'ailleurs, quand il est plutôt en difficulté sur le terrain ou en difficulté diplomatique, il remet toujours une pièce dans la machine pour bien resignifier à l'adversaire qu'en effet, il a des armements nucléaires parmi les plus modernes. Ce qui m'a frappé, moi, dans la présentation de tout à l'heure du Business Insider, ce sont les dates. Vous remarquerez que toutes les modernisations, elles commencent en 2022, au moment de l'agression russe en Ukraine. Donc, il anticipe à ce moment-là cette guerre et cet affrontement avec l'OTAN. 2022, première modernisation de ces bases que l'on ne connaissait pas toutes. Et puis, la plupart d'entre elles
à la frontière avec l'OTAN. Donc là, vraiment, c'est quand même un message envoyé et c'est la preuve que quand même Vladimir Poutine est très, très sérieux et qu'il y a une nécessité du côté occidental, évidemment, de se moderniser en retour. Et c'est ce qu'on va faire, nous, Français, c'est ce que les Américains font également en ce moment. C'est une nécessité absolue en effet, dans cette confrontation stratégique avec la Russie. Général Norlin, c'est ça qui est intéressant, ce que dit Magali, c'est-à-dire que les derniers travaux, certains sont encore en cours, et puis on s'était interrogé sur ce plateau, et je crois que vous étiez là, Xavier, sur tout ce système ferroviaire qui était non loin de nos frontières, reconstruit, réhabilité. Et puis en fin de compte, on découvre qu'au bout de ce chemin de fer, il y a des sites nucléaires. Cette préparation de Poutine, est-ce que c'est aujourd'hui, quand Poutine parle de doctrine, tout ça en fait partie? Que c'est pensé depuis longtemps? Bon, écoutez, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est la modernisation des armes nucléaires classiques, comme on le fait nous-mêmes en ce moment, comme le font tous les pays, malheureusement tous les pays nucléaires actuellement dans le monde. Les 9 pays nucléaires, on est lancé dans une course aux armes nucléaires qui va inévitablement déboucher sur une guerre nucléaire à plus ou moins long terme. C'est inévitable. Même si vous faites des calculs de probabilité, en incluant en utilisant l'intelligence artificielle, vous voyez que dans le siècle, si on continue comme ça, il y aura un conflit nucléaire. Alors, parce que la prolifération, parce que trop de pays auront l'arme. Oui, parce qu'il y a une course aux armements nucléaires, donc il y a qui va avec un changement du contexte géostratégique qui devient très chaotique. Le problème, c'est qu'en tant qu'il y avait 2 puissances nucléaire. On pouvait penser qu'il y avait un dialogue, c'était une partie d'échecs. Vous voyez, ça rentrait dans une espèce de système rationnel. Maintenant qu'on est dans un monde complètement chaotique, où il y a des centres de puissance un peu partout, pourquoi voulez-vous que les pays comme le Brésil, l'Allemagne, le Japon, l'Iran ne veuillent pas assurer leur liberté, comme on l'a dit, comme si c'est la liberté et la sécurité, tous les pays voudront... Voilà. Donc il y a une prolifération qui est provoquée par le comportement des pays actuellement nucléaires, qui, je le rappelle, les 5 pays nucléaires principaux, officiels, dotés, comme on dit, ont tous aidé à la prolifération des autres pays qui sont devenus nucléaires. Et pour en revenir à la Russie, donc il y a cet aspect, mais il y a aussi, et je le rappelle, il y a eu un changement de doctrine, plutôt une évolution de la doctrine en octobre 2024, très récente, qui dit que, en particulier, beaucoup de choses, mais qui dit en particulier, est considéré comme un agresseur et en capacité, plutôt, il peut recevoir une réponse nucléaire de la part de la Russie. Tous les pays non nucléaires qui sont aidés, plus ou moins, par des pays nucléaires. C'est le cas typique, c'est l'Ukraine. C'est un message direct vers l'Ukraine. Très intéressant que vous parliez, général, de doctrine. On va en parler parce que hier, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, nous rappelle cette doctrine. Et on se souvient des déclarations notamment des Américains de ce côté potentiel d'aide à l'Ukraine. On a parlé aussi de missiles à longue portée. Il y a eu ces rumeurs du fait que Washington pourrait fournir à Kiev des missiles pouvant frapper la Russie, Moscou. 26 septembre 2004, le chef du Kremlin prend la parole. Écoutez ce qu'il disait déjà. Les conditions de la transition de la Russie vers l'utilisation des armes nucléaires sont clairement établies. Nous envisagerons cette possibilité si nous recevons des informations fiables sur le lancement massif de moyens d'attaque aérospatiaux et leur franchissement de la frontière de notre État. Je veux parler d'avions stratégiques ou tactiques, de missiles de croisière, de drones, d'avions hypersoniques et autres. Nous nous réservons le droit d'utiliser les armes nucléaires en cas d'agression contre la Russie et la Biélorussie. En fait, Xavier, Poutine n'a pas changé, la Russie n'a pas changé. Alors qu'elle pourrait être menacée par des livraisons d'armes à l'Ukraine, on nous ressort la doctrine et la possibilité pour Moscou d'utiliser l'arme nucléaire.
de l'utiliser et de menacer de le faire constamment, d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément d'ailleurs Vladimir Poutine. On a le sentiment que ça s'était calmé. Moi, il y a une base qui m'a interpellé sur toutes celles que Business Insider a mis en relief, c'est celle de la péninsule de Kamtchatka, qui est donc face aux États-Unis, face à l'Alaska. On est dans la mer de Bering, et il semblerait que les forces navales russes veuillent stocker ici la fameuse missile Poséidon, dont on ne sait pas exactement si elle existe réellement, mais qui est propulsée grâce à l'énergie nucléaire et qui pourrait menacer les côtes américaines, notamment la plus emblématique, la baie de San Francisco. Alors là, on est un peu dans le fantasme, mais c'est un fantasme que manie avec un certain brio Vladimir Poutine depuis le début de la guerre. À l'époque, les propagandistes avaient parlé du raz-de-marée qui submergeait Londres, mais c'est la même chose qu'on peut transposer sur San Francisco. Et cette menace-là, même si elle est prise et ça peut servir, plus ou moins au sérieux, ça pèse toujours sur les discussions, les négociations, l'avancée de ce dont on peut ou veut discuter avec Vladimir Poutine, notamment de la part de Donald Trump. Et ça arrive à ce moment-là. On reparle de doctrine, toujours au bon moment. Au moment où il y a ce côté potentiel, je dis bien potentiel, de l'arrivée de nouvelles armes en Ukraine. L'administration Biden a été pieds et poings liés quand même dans ce conflit en Ukraine, justement à cause de ces intimidations de Vladimir Poutine, qui à l'époque ont été prises extrêmement au sérieux par Joe Biden, qui a toujours donc marché sur un fil dans le soutien à l'Ukraine, qui ne voulait pas, qui voulait livrer assez pour qu'elle résiste, mais pas assez pour qu'elle gagne, de peur de déstabiliser la Russie et son arsenal nucléaire. Et en fait, Donald Trump, il est un peu dans cette logique aussi. Alors oui, il y a eu cette frappe dont il se glorifie sur les installations iraniennes et qui, d'après lui, ont changé la donne. Mais il y a cette menace. Information de ce matin, 1 sur 3 aurait été détruite. Ouais. Mais il y a cette menace qui pèse en permanence dans les négociations. Et c'est vrai que Vladimir Poutine le rappelle toujours à bon escient, parce que ce qu'il veut, c'est ce face-à-face, ce tête-à-tête avec les Américains, revenir au temps de la guerre froide, discuter entre grands et avec personne d'autre. Et en même temps, c'est une façon de mettre en garde Donald Trump dans ses velléités de durcir le ton face à la Russie. Et visiblement, en général, ça fonctionne, parce qu'à chaque fois que Donald Trump fait un pas en avant, il y a une esquive, un pas de côté, voire un pas en arrière. Donc le nucléaire reste aujourd'hui sur notre monde, notre planète. Vous nous parliez d'un risque potentiel dans les années à venir. Ça fait peur, en fait. C'est-à-dire, oui, malheureusement, ça fait peur, mais on prend pas les moyens de répondre à cette peur, parce que, comme on a les moyens, il existe des moyens. Les moyens, oui, il y a un seul moyen, c'est de développer tout ce qui est contrôle des armes nucléaires, tout le système, l'architecture de contrôle des armes nucléaires, des armements nucléaires qui avaient été mis en place pendant la guerre froide et après la guerre froide. Et puis après ça, il n'y a plus qu'un seul moyen, c'est le désarmement nucléaire. Il n'y a pas d'autre système, il n'y a pas d'autre moyen. Mais ça, personne n'en veut. Mais ça, là, on va vers la prolifération, à l'inverse. Alors, sinon, on va vers la prolifération, et on va inévitablement Trump a essayé il y a quelques temps, les Chinois ont mis un coup d'accélérateur, les Russes, on en parle et on le voit pareil. Inévitablement, le monde est devenu, a changé, c'est ça qu'on comprend pas bien, c'est que le monde a changé, on est dans le monde de demain, où il y a des menaces globales existentielles, et la première d'entre elles, c'est l'arme nucléaire. C'est la première arme c'est la première fois que l'humanité se donne la capacité de se détruire elle-même. Donc, si on fait rien pour déjà freiner et supprimer cette menace, vous savez, tout le monde est à la recherche de régulation de systèmes. Comment on fait pour réguler le climat? Comment on fait pour réguler l'intelligence artificielle, la financiarisation, etc. Mais l'arme nucléaire, c'est la même chose. Si on fait rien collectivement, chacun joue son jeu. Et forcément, le jeu, c'est je veux être le plus fort. Donc, pour être le plus fort, il me faut une bombe. Et je vais chercher à avoir la bombe. Et ce que vous nous dites, Général, c'est que ça finira par mal finir.